Je vous propose de reprendre pour la table ronde qui va terminer cette première journée. Avant de donner la parole et de présenter les 4 interlocuteurs, je voudrais juste vous rappeler les 2 ouvrages qui viennent de paraître dans la dernière semaine. D'une part, parce qu'il a été question de ces 2 livres à plusieurs reprises dans la journée. Dans ma bibliothèque, La guerre et la paix, donc c'était le manuscrit sur lequel Marc Fumaroli travaillait depuis longtemps. Depuis, je crois que quelqu'un l'a rappelé ce matin, c'est Thomas Remer qui l'a rappelé ce matin. Il y travaillait depuis 2012, puisque l'amorce de ce livre, c'était sa communication au colloque que nous avions organisé pour son anniversaire, pour ses 80 ans, en 2012, donc sur les arts de la paix dans une Europe en guerre, donc sur les rapports de la guerre et de la diplomatie et cette République des lettres se dressant contre la guerre. Et c'est immédiatement après ce très beau colloque, ce très bel hommage, que Marc a eu les premiers signes de sa maladie dans le mois qui a suivi. Et donc ce livre était en cours. Cette communication au colloque s'est beaucoup amplifiée, puisque vous voyez qu'elle fait maintenant à peu près 500 pages. Et c'est cette réflexion sur la guerre et la paix qui a animé son esprit pendant toutes ces années. Et l'autre ouvrage, je viens d'en prendre connaissance tout juste à l'instant, c'est cette République des lettres, une anthologie, avec un avant-propos de Marc Fumaroli, et ce sont des textes qui sont donc réunis par Pierre Laurence, Colette Nativelle et Florence Veuillemier-Laurence, que vous avez entendu tout à l'heure. Donc c'est un parcours anthologique à travers, ça a commencé avec Cicéron, le premier texte est un texte de Cicéron, qui traverse l'histoire de cette République des lettres. Alors je crois que c'est un très bel hommage à Marc, cette double publication, juste 1 an après qu'il nous a quittés. Et l'idée de ce colloque, de ces 2 journées organisées avec Sébastien Fumaroli, qui doit être là quelque part, eh bien, c'était que nous ayons un événement pour cet anniversaire de juin. Et bon, on a eu la chance de pouvoir le faire en présence, avec un amphithéâtre auquel nous avons droit d'inviter un certain nombre de gens. Alors pour la table ronde, nous avons réuni 4 personnes qui ont bien connu Marc à différents moments, et je leur ai demandé de parler chacun une dizaine de minutes pour commencer, pour qu'on ait une table ronde ensuite, et de leur rapport avec Marc Fumaroli, de ce que la fréquentation de cet ami leur a apporté dans leur vie de l'esprit. Et on écoutera donc successivement Pierre Nora, dont je sais qu'il a connu Marc Fumaroli à la Fondation Thiers, donc je crois que c'est le premier d'entre nous qui l'ait connu ici, et puis bien entendu également comme éditeur. Donc ce sont ces aspects sur lesquels on voudrait l'entendre un peu. Mireille Huchon parlera ensuite. Mireille Huchon, elle a été collègue de Marc Fumaroli à la Sorbonne pendant un certain nombre d'années. Je sais qu'elle l'a vu beaucoup dans les dernières années, parce qu'il me disait toujours qu'il la voyait, donc je sais qu'il la voyait beaucoup. Nous ne sommes jamais croisés, c'est lui, mais je sais qu'elle se rendait régulièrement dans son appartement. Et bon, je voudrais qu'elle parle donc à la fois de la Sorbonne et puis des contacts avec Marc. Jean-Luc Marion. Alors, Jean-Luc Marion, moi j'avais une idée en l'invitant, j'ai le souvenir d'un déjeuner avec Marc et lui à Chicago. Et vous le savez, pendant un assez grand nombre d'années, Marc Fumaroli était professeur invité tous les ans à l'Université de Chicago. Et je crois que ces séjours coïncidaient avec ceux de Jean-Luc Marion. Donc ils se sont
beaucoup fréquenté à cette période. Et bien entendu, c'est juste une indication, je dis un peu le point qui nous avait fait penser que c'était bien de les écouter. Et puis, enfin, Laurent Pernaut, qui sera le 4e à prendre la parole. Et moi, je l'avais connu à travers la Société internationale d'histoire de la rhétorique. Donc, c'est pour parler de cette... ça a été évoqué ce matin par Colette Nativelle, le rôle important de cette Société internationale d'histoire de la rhétorique, notamment dans les années 1980. Et c'est l'époque où Laurent Pernaut y contribuait, et aussi pour le grec, hein, il en a déjà parlé ce matin, mais il a souvent joué auprès de Marc le rôle de celui qui pouvait le renseigner sur les questions grecques. Donc voilà comment on avait conçu ce moment à passer ensemble. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir aussi vous donner la parole et entendre des questions et avoir vraiment une table ronde. Pierre, à vous, si... Oui. Eh bien, écoutez, je n'ai d'autre titre à prendre la parole ici que d'avoir été l'éditeur et l'ami de Marc Fumaroli. Et les deux, à la fois comme éditeur et comme amis, ont probablement été marqués sous le signe du paradoxe. Parce que, après tout, comme éditeur, je n'ai publié que 2 livres de son abondante œuvre, Expérience de lecture et La République des lettres. Et cependant, j'ai le sentiment que j'ai été... son éditeur, celui à qui il a demandé en permanence conseil, qui était proche de lui, et même sur les livres qu'il faisait avec Bernard de Fallois, par exemple, dont je pense qu'il était un éditeur et un homme beaucoup plus proche de Marc que je ne l'ai été moi-même. Il y avait une constante. Je ne dis pas d'ailleurs que Marc était l'auteur le plus facile, parce qu'il corrigeait ses textes jusqu'au bout, parce qu'il fallait enlever souvent des marqueteries de répétition qui venaient dans un texte et dans un autre, mais c'était en même temps un auteur que je m'honore évidemment d'avoir publié. Je dirais que c'est la même chose en plus fort du point de vue amical. Je pense que nous avions beaucoup de choses qui nous séparaient, intellectuellement, politiquement, religieusement, et qu'à beaucoup d'égards, j'étais certes loin de lui, et lui loin de moi. Et cependant, j'ai le sentiment d'avoir eu avec lui une proximité, pour ne pas dire une intimité amicale, qui a duré, comme le rappelait Antoine Compagnon, depuis la Fondation Thiers, où nous nous sommes connus, où Marc, très renfermé en lui-même, travaillait sur Corneille avec l'idée de faire une thèse à l'époque sur Corneille, il n'était pas encore sûr, et où les problèmes de la République des lettres n'ont pas tardé à venir, et le premier contrat que je lui avais demandé quand j'étais devenu éditeur, c'était sur la République des lettres, qui a paru à peu près 20 ans au moins, ou 25 ans après le contrat que je lui avais fait. Après la Fondation Thiers et après la République des lettres, il a beaucoup écrit dans les lieux de mémoire, 3 articles dont Madame Benedetta Craveri me rappelait il y a un instant qu'elle considérait que c'était une des plus belles choses qu'il avait écrites, un article sur la conversation, un article sur le génie de la langue française et un article sur l'Académie française. À vrai dire, je ne suis pas sûr qu'il ait compris ce que j'entendais par lieu de mémoire. Ça ne l'a pas empêché d'écrire 3 magnifiques articles sur les sujets dont il était question. Et il les a même, et il m'a demandé de les réunir en livre de poche, ce que j'ai fait
dans un petit livre qui s'appelle « 3 institutions littéraires ». Et puis, nous avons pris beaucoup de vacances ensemble. Je ne peux pas ne pas le rappeler, les souvenirs de proximité, c'était avec Jean d'Ormesson, pour tout dire, et nous partions presque tous les étés pendant 6 ou 8 ans sur les côtes turques, faire du bateau ensemble. Ben, ce n'est pas la peine de vous dire que les soirées, les matinées, les petits déjeuners sont l'occasion entre nous trois de conversations à n'en plus finir sur à peu près tous les sujets, quels qu'ils soient, et qui entretenaient évidemment entre nous trois une très forte proximité et intimité. J'ajoute qu'à l'Académie française, nous étions l'un à côté de l'autre. Et donc, pendant près de 20 ans, tous les jeudis, nous pouvions échanger en permanence. Donc, je crois à tous ces titres, si vous voulez, d'avoir été en même temps extrêmement proche, ce qui nous a difficile de dire ce qu'il m'a apporté ou ce que j'ai pu lui apporter. Mais il y a peut-être, pour terminer, 3 choses complètement différentes sur lesquelles, ou 3 points que j'aimerais soulever, parce que dans le programme, je ne l'ai pas tout à fait vu soulever, qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, mais qui sont importants, je crois, pour comprendre la personnalité de Marc. Le premier, c'est sa mondanité. Malgré tout, c'est un homme pour qui forme de réussite sociale a compté à la mesure même de ce qu'avait été probablement sa jeunesse. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire dans ce rapport à la mondanité, c'est qu'en général, la mondanité tue les écrivains, ou tue les intellectuels, ou tue les savants. Et que Marc pouvait avoir une vie mondaine extrêmement active, et ça n'entamait pas le moins du monde la profondeur de son travail et l'autonomie de sa réflexion. La deuxième chose que je voudrais vaguement évoquer, parce que là encore je ne l'ai pas vu, c'est Marc photographe. Je l'ai découvert assez tard. J'ai vu cette petite exposition qu'il avait faite de ses dessins au musée de la photographie et un autre du côté de Port-Royal une autre fois. Et ceux qui connaissent ces photographies ont été probablement très frappés par l'étrangeté, l'originalité de l'œil, cette manière de prendre des détails très forts d'arbres, d'écorces, de matière, qui faisait de lui un grand photographe qu'il ne mettait pas sur la place publique. Et je crois que la troisième, c'est qu'on ne peut pas non plus comprendre Marc sans son rapport au christianisme, et dont il ne parlait pas volontiers, et surtout avec moi, qui ne partageait pas cette appartenance. Donc je pense que... mais j'ai été frappé, quand on en a parlé un peu à la fin de sa vie, de la profondeur de sa conviction chrétienne, et de ce qui ne me remettait même pas en cause à aucun moment. Nous avons quand même eu des conversations très, très intimes sur, si j'ose dire, l'au-delà. Et j'ai été très frappé de ce que représentait pour lui l'intensité de son sentiment religieux et chrétien. Voilà, ce sont 3 aspects que je me permets, si vous voulez, de mettre dans notre conversation générale, étant donné qu'ils ne font pas partie d'une rubrique universitaire classique. Voilà. Merci Pierre, parce que ce sont en effet 3 aspects qui n'ont pas été évoqués du tout aujourd'hui. Ni
ni la vie sociale, ni la photographie, en particulier ces très belles écorces qui avaient été exposées au musée de la photographie, ni la foi, parce que ce n'était pas le lieu aujourd'hui dans l'enceinte du Collège de France d'évoquer ce point de vue, mais c'est vrai que pour tous ceux qui l'ont fréquenté, c'était des points qui comptaient énormément. Oui, c'est pour ça que je me suis permis. Mireille, vous voulez prendre la parole? Oui, merci de me la donner, merci de m'avoir invité. Peut-être allumer votre micro s'il ne l'est pas allumé. Voilà. Oui, je vous remercie de m'avoir invité à évoquer ces moments passés en compagnie d'un homme d'exception. Et je me remémorer ce plaisir que j'avais de communication à bâton rompu, sa liberté de parole, d'esprit, ses phrases incisives, fulgurantes, son ironie mordante, sa façon aussi de s'esclaffer finalement comme signe de connivence, l'entendre parler de ses livres de prédilection, de ses détestations, de ses fidélités en amitié, de ses déceptions aussi, ne plus l'entendre avec des coups de téléphone tardifs, comme le rappelait Patrick Dandré, nous faire part de ses trouvailles, ne plus retrouver son goût de l'enquête, cette curiosité amusée qui se retrouvait dans ses yeux, ses questions impromptues, parfois indiscrètes, ses partis pris aussi qui pouvaient faire scandale, et un scandale dont il se délectait, ainsi contre les sciences humaines. Alors les sciences humaines dans lesquelles il englobait le marxisme, la linguistique et la sémiotique. C'était un homme un véritable humaniste, je crois, qui est toujours étonnant, et les 17e l'ont finalement fait leur, mais je pense que c'était aussi un homme de la Renaissance, et une des figures de la Renaissance qui me paraît assez proche de lui, c'est celle d'Érasme, et lorsqu'on a pu s'étonner qu'il écrive un livre des métaphores, il suffisait de regarder Érasme écrivant les adages, et d'autre part Érasme, l'éloge de la folie, et tous les livres politiques aussi qu'il a pu écrire. Alors, il avait une façon unique, je pense, d'être au monde, toujours attentif aux êtres, aux faits, aux choses, mais avec de soudaines et brèves introspections, c'était quelques fractions de secondes, qui suggéraient finalement un ineffable monde secret, aussi ce voile qui embuait son regard dans une insondable nostalgie. Alors, penser la vie, vivre la pensée, je crois que c'était la matrice d'une écriture où s'interpénétrait l'existence, l'art, la littérature. Et ces contributions sont autant de fragments d'une autobiographie servis par des épithètes subjectives, souvent des exercices de lecture comme autant d'exercices d'admiration, qu'il me suffise de citer sa préface au Conte de Perrault, qui fait écho d'ailleurs à un passage qu'a cité d'un autre ouvrage sur La Fontaine, qu'a cité Patrick Dandré. Et dans la préface au Conte de Perrault, il écrivait qu'il s'agissait d'une méditation de toute une vie sur la langue et l'éloquence française, sur leur écart par rapport à celle de l'Antiquité gréco-latine et sur l'originalité chrétienne des arts et des mœurs, dont le français, langue du roi, était le véhicule. Alors, il livre dans son dernier ouvrage, dans ma bibliothèque, une magnifique confidence. Homère, dit-il, Virgile, Fénelon, Tolstoï, qui occupent dans ce dernier ouvrage une place d'honneur, et qu'il avait déjà dans d'autres lieux déjà tant célébrés, étaient des livres de la bibliothèque de sa mère lus dans son adolescence. Et cette bibliothèque d'une mère, derrière finalement la vie d'un homme, me paraît magnifique. Alors, que choisir? Que retenir?
Ainsi, me disait-il, à l'entrée d'une salle de musée ou d'une salle d'exposition. Alors, cette invite à la manière de contempler, cette attitude face à l'œuvre d'art, était finalement celle qu'il pratiquait dans les avenues de la littérature. Sélection, élection des auteurs, des personnages appelés à devenir des archétypes, à rejoindre son panthéon personnel en finalement des reconstitutions toujours nouvelles et qui participent à ce qu'il faut appeler son grand œuvre. Alors, témoigne de son souci d'alliance entre la littérature et les arts, son implication simultanée, dont on n'a pas fait état en tant que simultanéité, dans la présidence de la Société des Amis du Louvre au début du XXIe siècle et dans celle de la Société d'histoire littéraire de la France. Et concernant cette dernière société, c'est grâce à lui que put s'établir une collaboration particulièrement fructueuse avec la BNF pour la pérennité et le développement de la bibliographie de la littérature française. Alors, homme des vastes synthèses, il reprochait à certains articles littéraires ce qu'il considérait comme une spécialisation excessive, une érudition trop pointue, pointilleuse. Sortez de votre siècle, donnait-il pour conseil à qui voulait l'entendre, et à moi la première. Alors, il y a 40 ans, nous deux noms avaient été associés sous la coupole pour le prix que se partageaient nos thèses, L'âge de l'éloquence et Rabelais grammairien. Alors, je le rappelle ici parce qu'au cours d'un déjeuner à Florence, lors d'une soutenance de thèse où il m'y avait emmené, où il m'avait convié au jury, il en avait fait état, ce qui, 20 ans après, m'avait étonné. Alors, il m'invita souvent à des jurys de thèse, comme celle de Jacques Roubaud. Il prit une part éclatante dans l'affaire Louise Labbé, s'amusant des jeux retors de l'art auxquels se sont livrés les poètes de Louise Labbé. Il m'engagea à suivre dans cette voie avec le Labyrinthe, dont il précipita la publication et qui lui doit beaucoup. Alors, au fil du temps, je me suis finalement rhétorisée, comme le dirait Sainte-Beuve. Lui s'est rabelaisisé. Ce sont des néologismes qu'il aurait pu accepter, car sous sa plume, j'ai trouvé résurrecteur, j'ai trouvé délabyrinthisé, même si finalement il refusait la féminisation de certains termes. Alors, nous commîmes avec François Moureau un article, Rabelais, l'Homère français, paru dans la RHLF à partir du parallèle burlesque entre Rabelais et Homère de Charles Dufresne. Alors, il souhaita le sous-titrer ainsi, ce qui montre bien comment il n'était pas l'homme de l'élément unique. Il souhaita le sous-titrer ainsi, « Recherche à plusieurs sous le tournant du règne finissant de Louis XIV et du règne commençant de Louis XV, sur la querelle des anciens et des modernes, sur la querelle d'Homère, sur la politique du régent et sur le retour de Rabelais ». Je crois qu'un titre à rallonge comme ceci en dit beaucoup sur un certain nombre d'ouvrages aussi de Marc Fumarelli. Alors, il se disait ravi, d'ailleurs, de ce colloque impromptu et de commencer à mieux comprendre l'extraordinaire originalité et l'importance de Rabelais. On était en 2018 à ce moment-là. Il me laissait entendre que j'avais fini par lui faire aimer cet auteur. Mais je me demande finalement si Rabelais, qu'il touchait finalement avec on peut dire au début, avec des pincettes grand siècle,
et que ce soit moi qui, comme il me le disait, je lui avais fait découvrir et apprécier surtout. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres qui ont pu lui faire apprécier, et Michael Screech, et d'autre part ce merveilleux prédicateur qu'est Jean-Robert Armogat. Et quand je l'ai entendu tout à l'heure, j'ai pensé que l'amour qu'avait à la fin de sa vie Marc Fumaroli pour Rabelais venait d'une parole, de cette parole. Et d'autre part, à moins que ce ne soit le régent, car le régent avait un amour tout particulier pour Rabelais, et Saint-Simon raconte l'anecdote où, au cours d'une messe de minuit, donc il était plongé dans ce qui pouvait paraître comme bréviaire, qu'une dame lui en fit, l'en complimenta, et qu'il lui dit, mais ce n'était pas bréviaire, c'était mon Rabelais. Alors là, je ne sais non plus ce que notre prédicateur fait de cette matière de bréviaire. Il faut admirer ses forces morales et intellectuelles face à l'adversité. Il ne cessa jamais d'écrire, comme en témoignent donc les deux ouvrages que vous avez cités et qui viennent de paraître, comme en témoigne aussi cet article « Léonard de Vinci, prophète ou ancêtre », qui fut publié en été 2020 dans la revue Commentaire. Et là, je soulignerai l'importance de cette revue pour lui, dans sa création et dans sa pérennité. L'ontologie de la République des lettres, j'en avais entendu parler bien avant cette publication, et lors d'une de mes dernières entrevues avec lui, il me donna le tapuscrit, et je garde donc précieusement cet exemplaire. Il ne cessa de faire des projets. Après son Léonard de Vinci et son Guerre et Paix, il voulait pouvoir s'impliquer pleinement dans un essai dans lequel nous nous rencontrions donc régulièrement pour nos affaires, comme disait Catherine Fabre, sa si remarquable collaboratrice. Et lors de notre dernière entrevue, quelques jours avant sa disparition, une douzaine de jours avant, nous évoquions le temps où nous pourrions enfin en commencer la rédaction. Alors il s'agissait de réflexions au-delà ou par-delà le génie français ou l'esprit français, de réflexions sur le génie des peuples, représentation médicale, littéraire, avec ce caractère national gaulois des trois héros rabelaisiens, espagnol, avec le couple Don Quichotte et Sancho, un certain nombre de théorisations, un certain nombre aussi de genres littéraires, la recherche, comme la moralité française, la recherche de symboles et de symboles à opposer, peut-être comme l'Hercule gaulois ou l'Héraclès Hermès de Durer, la recherche aussi d'allégories politiques. Le tout, finalement, on pouvait prévoir qu'il ne serait pas politiquement très correct, mais plutôt politiquement incorrect, ce qui n'était évidemment pas fait pour lui déplaire. Alors, je voudrais, in fine, donner une ultime remembrance, si je puis dire, qui concerne alors l'image de la main gauche de la Vierge au rocher de Léonard de Vinci, conservée au Louvre. Alors, vous voyez combien cela fait écho avec ce que nous avons entendu auparavant. Alors, cette main de la Vierge au rocher, la main gauche, qui est si grande, si puissante, au-dessus de la tête de l'enfant Jésus, nous en discutâmes longuement. Et pendant que nous en discutions, je regardais
sa gestuelle, ses mains, et cette façon qu'il avait d'ailleurs de placer les mains. Et nous en discutions, nous interrogions, est-ce une simple représentation de la main d'un modèle masculin dans l'atelier du peintre, ou s'agit-il de l'incarnation de la main de Dieu? Donc, point de suspension. Mais penser finalement avec Marc Fumaroli, le côtoyer, c'était aussi contempler, mais c'était aussi interpréter. Merci Mireille. Nous avons appris comme cela que vous avez partagé un prix de voilà, thèse. Exactement. En vous invitant, nous ignorions cette motivation de plus. Et merci d'avoir évoqué ces dernières visites à Marc, qui avait en effet de nombreux projets quand on allait y rendre visite il y a un an. Jean-Luc Marion, voulez-vous bien prendre la parole? Merci. Je suis heureux d'être associé, de pouvoir m'associer à l'hommage qui est rendu à notre ami Marc Fumaroli. Si je puis dire, je lui dois bien ça, puisque depuis le début de ma vie universitaire, il a toujours été, de près ou de loin, dans l'horizon, et parfois maître de ce qui m'arrivait. Marc Fumaroli, je pense, on doit l'entendre ubi et orbi, si je puis m'exprimer ainsi. Et je voudrais juste faire quelques remarques sur cette double définition. Commençons, si vous voulez, par le plus visible, qui est Marc Fumaroli orbi, pour la vie, pour le monde. Le temps me manque pour énumérer toutes les universités qu'il a honorées de son enseignement et où nous nous sommes parfois assez souvent croisés. Je voudrais évoquer ici d'abord la première vraie rencontre que nous eûmes lorsque, lui dirigeant la revue XVIIe siècle en Sorbonne, dans les années 80, il m'avait, alors que je n'étais qu'assistant, il m'avait, si je puis dire, investi du rôle du philosophe nécessaire au comité de rédaction, et il avait imposé, en fait, à la Société du XVIIe, ou du moins à la revue, d'avoir une dimension et un horizon proprement philosophique, ce qui n'était pas acquis en aucune façon. C'est là que j'ai découvert, plutôt que j'ai eu la confirmation d'une chose fondamentale, c'est que je ne pouvais pas étudier le XVIIe siècle, dans mon cas en histoire de la philosophie, dans le sien en histoire de la littérature, sans une large ouverture à des domaines d'autres spécialités qui ne pouvaient pas rester, elles aussi, closes sur elles-mêmes. C'est-à-dire que la société du XVIIe siècle était un parfait exemple, du moins telle que la concevait, et si je puis dire, la pratiquait Marc Fumaroli, d'interdisciplinarité. C'est-à-dire il était historien de la philosophie, aussi bien qu'historien des lettres. J'avais d'ailleurs admiré à ce moment-là son incroyable modestie et capacité à demander des renseignements sur un domaine qui n'était pas directement le sien, en l'occurrence la philosophie, mais aussi l'histoire de la peinture, l'histoire de la musique. Je me souviendrai toujours d'une fois où le prix de la Société du XVIIe siècle avait été décerné, malgré l'avis général, sous l'influence de Marc Fumaroli, aux arts florissants. D'abord, la moitié des gens du comité ne savaient pas qui étaient les arts florissants, et l'autre part n'approuvait pas du tout que l'on sortît ainsi de la distinction des disciplines. Et c'est là que j'ai eu
la confirmation qu'une certaine vision de multidisciplinaire était fondamentale. Et en particulier, c'est une chose qui m'a surpris, le grand intérêt que Marc Fumaroli, que je connaissais mal à l'époque, portait à l'histoire de la spiritualité et donc à l'histoire de la théologie. J'avais eu l'impression que Marc Fumaroli ne cherchait pas seulement à pénétrer l'histoire, la pensée du XVIIe siècle, mais qu'il essayait exactement d'y retourner, d'y vivre et d'y respirer. Et, si je puis dire, en se débattant entre le temps présent et le XVIIe siècle. Et c'est cette impression qu'il donnait de vouloir devenir ce qu'il étudiait qui m'a fait aussi comprendre qu'il fallait prendre très au sérieux, c'est le deuxième point, la res publica literaria qu'il découvrait, qui pour lui n'était pas un objet de recherche, qui était une pratique intellectuelle et, j'allais presque dire, d'une vie de l'esprit. Je l'ai vérifié quelque temps après, lorsque je suis devenu professeur invité, puis titulaire à l'Université de Chicago, car, par une chance extraordinaire, se trouvait à ce moment-là professeur permanent François Furet au Committee on Social Thought et professeur invité au même Committee on Social Thought, Marc Fumaroli, et votre serviteur qui était à la fois au Committee on Social Thought et au département de philosophie. Bien entendu, les Français se retrouvaient de temps en temps avec une nostalgie non pas de la patrie abstraite, mais comme des émigrés isolés qui mesuraient, plus ils connaissaient les États-Unis et plus ils y étaient acceptés et plus ils triomphaient, si je puis dire, comme on dit qu'un torero triomphe dans les arènes, plus ils donc étaient bien reçus aux États-Unis, plus ils découvraient de manière concrète et empirique à quel point ils n'étaient pas américains et ne pourraient jamais le devenir. Et il y avait des soirées avec François Furet, Marc, les Philippe de Sang et d'autres à Chicago qui étaient tout à fait admirables et où, par exemple, je l'ai entendu faire sous nos yeux son livre sur Chateaubriand, en partant de Rousseau et en allant jusqu'à Tocqueville. C'est là qu'on voyait bien que sa patrie véritable était celle que l'on pouvait engager dans l'exercice de la République des lettres. Cette République des lettres, il y a eu un troisième lieu où nous l'avons, où je l'ai pu l'éprouver, c'était Rome, naturellement. Rome où je me suis trouvé rencontrer à nouveau Marc Fumaroli, en fait, dans le compagnonnage de deux autres Romains remarquables, l'un étant Tullio Gregori, qui était en quelque manière une traduction ou un équivalent de Marc Fumaroli italien. Les points communs étaient très nombreux. Et quelqu'un que vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Robert Armogat, qui était romain à la façon des deux premiers nommés et à cette façon particulière auquel lui permettait d'accéder son sacerdoce. Et à Rome, c'était la res publica, la res publica literaria proprement méditerranéenne. C'était là que le secret du XVIIe siècle, tel que l'entendait Fumaroli, se déployait. Alors il était absolument éblouissant dans sa connaissance non seulement de la Rome géographique, mais de la Rome historique, et dans toutes ses dimensions, et que ce soit à la Sapienza ou dans telle ou telle autre université, ou que ce soit dans les discussions et les soirées avec Tullio Gregori et Jean-Robert Armogat, les choses se sont tout à fait mises en place. Alors, je ne voudrais pas évoquer d'autres souvenirs personnels, bien que jusqu'à mon arrivée à l'Académie française, j'ai toujours eu l'impression
que dans un arrière-fond, une arrière-scène que je ne maîtrisais pas, Marc Fumaroli veillait sur moi. Je voudrais insister sur son rapport au XVIIe siècle. Encore une fois, je pense que Marc Fumaroli ne voulait pas étudier le XVIIe siècle, il voulait y vivre. Et, d'une certaine manière, il y est parvenu. Il y est parvenu dans son style, dont on a déjà dit, Mireille Huchon l'a évoqué, le style de Marc était extraordinaire, en particulier à Chicago. Il enseignait dans un anglais grammaticalement absolument parfait. Jamais une faute, jamais une erreur de quoi que ce soit. Et on avait l'impression qu'il faisait exprès de garder un accent français absolument pesant et à découper au couteau, juste pour faire sentir à ses auditeurs qu'il n'était pas américain, qu'il n'avait pas l'intention de le devenir, et que ce n'était pas ni par manque de talent, ni par manque de connaissances, mais par décision. Et pour que tout soit clair, il y avait ce rire qui était une manière de clore les discussions, de ne pas prendre au sérieux les éventuelles réticences ou les contre-arguments, et finalement de dire, vous savez, nous ne sommes pas du même siècle. Comme on dit à d'autres, nous ne sommes pas du même monde, ça voulait dire nous ne sommes pas du même siècle. Eh bien, de fait, tout le travail de Marc Fumaroli, c'est pas seulement, je disais, c'était de vivre au XVIIe siècle. Et c'est pourquoi il a attaché tant d'importance aux différentes polémiques. Et je crois que c'est un point capital. Sa lecture de La Fontaine, qui est une lecture c'est une lecture à partir des polémiques, son étude sous différentes formes de la querelle des anciens et des modernes, et même évidemment de choisir l'histoire de la rhétorique, tout ceci montre que le XVIIe siècle n'était pas un objet, c'était une manière de devenir un sujet. Et il y a une chose que Marc Fumaroli avait compris, ce sera mon dernier point, de manière tout à fait remarquable et que je n'ai vu nulle part ailleurs. La République des lettres, pour Marc Fumaroli, était, comme le XVIIe siècle, une manière de vivre et une pratique, et non pas seulement l'objet d'une enquête. Pour lui, la République des lettres était l'héritière des humanités rénovées, d'abord en Italie, et qui ne peut, c'était un point essentiel, et je rejoins ici la dernière remarque faite par Pierre Nora, qui ne peut se séparer de l'Église de Rome. Il s'agit, je cite Marc Fumaroli, des deux grandes institutions unitaires de l'Europe, l'Église romaine et la République des lettres. En effet, ajoute-t-il, depuis longtemps, les papes avaient compris l'autorité symbolique de la Respublica Literaria et avaient fait de leur mieux pour l'associer à l'unité de la communion romaine. C'est pourquoi Marc Fumaroli insistait beaucoup sur le fait, par exemple, sur le rôle de Perret. Perret, où il voyait chez lui, je cite encore, une onction salésienne qui est le fruit d'une véritable oblation du moi à un ordre, celui des lettres, aussi consubstantiel à l'Église romaine que la Société de Jésus pouvait l'être à un jésuite, écrit-il dans la République des lettres. C'est-à-dire que Marc Fumaroli trouvait un accomplissement et une symphonie, comme disent les pères grecs à propos d'autres choses, parfaite entre l'Église romaine et la République des lettres, entre l'amour de Dieu et l'amour des lettres. C'est-à-dire que partout où beaucoup ont vu une contradiction, la contradiction dont Nietzsche se réjouissait entre le christianisme authentique et les papes de la Renaissance, en disant que, bien heureusement, les papes de la Renaissance n'étaient pas chrétiens,
puisqu'ils étaient comme ils étaient, et que donc alors ce dont Nietzsche se réjouissait par opposition au christianisme, on peut dire que d'autres comme Hazard ou Pintard s'en étonnaient, si je puis dire plus naïvement, et en cherchant une catégorie intermédiaire entre l'amour des lettres et l'amour de l'Église romaine. En fait, comme Erasme, Fumaroli voulait remonter en deçà au point commun qui, disait-il, exprime à plusieurs reprises, Erasme, la crainte qu'il ne s'élève dans la République des lettres un tumulte aussi grand que celui que la Réforme a introduit dans la République chrétienne. Pour lui, pour Erasme, dit Fumaroli, les deux républiques ont des analogies profondes. Il est possible de les comparer, mais l'une est supérieure à l'autre et ne doit pas se laisser diviser contre elle-même comme l'autre l'a fait. Le grand siècle de Fumaroli était un siècle qui, précisément, n'avait pas séparé les deux grandes institutions unitaires de l'Europe, pour reprendre sa formule. Ce grand siècle de Fumaroli, où il voulait vivre et où finalement, non seulement il a vécu, mais il nous a en quelque manière introduit, commençait au moins à Montaigne et allait au moins jusqu'à Chateaubriand. Et je ne pourrais jamais oublier que dans la personne de Marc Fumaroli se trouvait la porte d'entrée dans ce monde qui est sans doute, nous le voyons encore aujourd'hui, le vrai. Merci beaucoup, Jean-Luc Marion. Lisant le dernier livre de Marc Fumaroli dans ma bibliothèque, on est frappé, après cette vie dans le XVIIe siècle, par le glissement vers le XVIIIe siècle, dans le dernier Fumaroli, alors que le premier Fumaroli, c'est de l'humanisme chrétien au début du XVIIe siècle. Il y a un mouvement qui va de plus en plus, dans ce dernier livre, vers le XVIIIe siècle. Et le lisant ces derniers jours, je me disais, il écrit de plus en plus XVIIIe siècle, plutôt que XVIIe. C'est le XVIIIe siècle Comment ? C'est un XVIIIe siècle qui, finalement, aboutit à Chateaubriand. Oui, de ce XVIIIe-là. Mais c'est évidemment très juste, cette idée de vivre dans la République des lettres. Et je donne la parole à Laurent Pernaut, donc quatrième de cette table ronde. Merci, cher Antoine Compagnon. Je suis heureux de participer à ce moment de réflexion. Et pour y contribuer, je livrerai à mon tour quelques souvenirs en rappelant des moments qui, à mes yeux, étaient marquants ou significatifs. Mon premier souvenir de Marc Fumaroli remonte à la fin des années 1970, quand à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, il remontait la salle Labrouste en direction de sa place réservée à l'hémicycle, où l'attendaient des murailles d'ouvrages anciens et vénérables. Ça fait plus de 40 ans, je revois encore le pas assuré, le profil de médaille. On comprenait à le voir la noblesse de l'érudition. Penser avec Marc Fumaroli, suivant le beau titre qui a été donné à notre colloque, c'est d'abord s'appuyer sur l'étude érudite des sources, de très nombreuses sources, au prix d'un labeur méthodique, acharné. Et je crois qu'il faut y insister parce que Marc Fumaroli était si brillant, si mondain, que ses interlocuteurs moins avertis ne remarquaient pas d'emblée ce soubassement d'érudition donné à sa pensée. Mon deuxième souvenir dans la même période, c'est 1977, concerne un séminaire organisé en commun à la Sorbonne par 3 professeurs, Jacques Bompère pour le grec, Alain Michel pour le latin et Marc Fumaroli pour la littérature française. Il m'est déjà arrivé d'évoquer cet épisode. Le thème était la description dans l'Antiquité jusqu'à nos jours.
Et donc Jacques Bompère avait analysé la théorie de la description dans les traités de rhétorique grecque, les exercices préparatoires. Alain Michel avait posé le problème philosophique de la description à Rome, et Marc Fumaroli avait parlé de la description en tant que figure à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Il était encore dans sa période XVIe-XVIIe. Et l'esprit qui soufflait dans cette salle de séminaire en 1977 était quelque chose de tout à fait original à l'époque et précieux. C'est-à-dire que les auditeurs que nous étions apprenaient à se pencher sur une question d'histoire de la rhétorique, domaine qui n'était pas encore à la mode à l'époque. Et cette problématique d'histoire de la rhétorique suggérait, comme je l'ai déjà indiqué ce matin, une nouvelle échelle de valeur entre les textes, parce que le thème de la description, en l'occurrence, est éclairé par des manuels qui sont humbles en apparence, des recueils pédagogiques, des traités sur les figures, et donc en attirant l'attention sur ces manuels, le séminaire nuançait les hiérarchies qui opposent grands auteurs et auteurs mineurs, et aussi qui opposent auteurs classiques et auteurs tardifs. C'était encore un séminaire qui jetait des ponts entre le grec, le latin, le néo-latin et le français. Par exemple, Marc Fumaroli avait fondé tout son exposé sur l'examen des éditions et des traductions humanistes des textes fondamentaux de la rhétorique grecque tardive, en montrant que la redécouverte de ces textes, de Philostrate, de Libanios, d'Aftonios, à partir de la Renaissance, avait joué un rôle dans l'élaboration de la pensée moderne sur la description. C'était un exemple de pluridisciplinarité authentique, ce qui n'allait pas de soi à l'époque. Et donc ce séminaire est resté pour moi la scène primitive, comme disent les psychanalystes, mais sans traumatisme. C'est-à-dire que pour la première fois, nous avons vu travailler ensemble nos maîtres, hellénistes, latinistes et francisants, pour réaliser ce qui allait être la cristallisation d'un nouveau champ de recherche, donc l'histoire de la rhétorique. Après ces rappels donc, qui concernent la noblesse de l'érudition et la rhétorique comme nervure de la culture, nervure était un mot que Marc Fumaroli affectionnait pour désigner ce rôle, avançons dans le temps pour un troisième souvenir. Marc Fumaroli, ça a été rappelé, fut président de la Société internationale d'histoire de la rhétorique, puis devenu président honoraire, il continua de suivre de près les activités de la Société. Et c'est pourquoi il vint à Strasbourg en 2007, alors que je présidais à mon tour la Société, que j'organisais le 16e congrès, et en cette circonstance, il était frappant de voir l'effet produit par sa présence auprès de congressistes venus du monde entier qui non seulement le connaissaient, l'admiraient, mais qui avaient été inspirés par ses travaux. Et dans un moment de répit du congrès, il voulut aller visiter le château des Rohan à Saverne. Connaissant déjà le palais Rohan de Strasbourg, il souhaitait compléter son information. Et au retour, un peu déçu, parce que le château de Saverne, en fait, est vide à l'intérieur, la décoration n'ayant pas été complétée. Il traçait des aperçus éblouissants sur l'histoire de l'architecture et l'histoire des arts décoratifs. Il fit cette excursion à Saverne en compagnie de Nancy Struver, qu'Antoine Compagnon a cité ce matin, professeur de littérature comparée à l'université Johns Hopkins. Et pour moi, cette excursion illustre, pour la pensée de Marc Fumaroli, les liens qu'il établissait entre la rhétorique et l'histoire de l'art, ce qui sera le thème de notre journée de demain, et puis l'importance de ses chers États-Unis et de son réseau de collègues américains. Mon dernier souvenir est une série de souvenirs. Ce sont les coups de téléphone de Marc Fumaroli, inattendus, imprévisibles, car moi aussi j'en recevais, mais jamais le soir. Pour moi, c'était dans la journée, je ne sais pas pourquoi. Donc il se nommait, mais en fait, à peine avait-il dit allô que j'avais reconnu sa voix, incomparable, et que je me préparais déjà mentalement à un entretien qui allait être exigeant intellectuellement.
Et il accompagnait sa démarche de beaucoup d'égards, d'une vraie gentillesse, et appelait pour poser des questions concernant le monde hellénique, soit dans le prolongement d'une conversation commencée déjà à l'Académie des inscriptions, en marge d'une séance, soit complètement à brûle-pourpoint. Je voudrais donc citer certaines de ces questions dans le désordre, parce qu'elles illustrent bien quelle était son approche de l'Antiquité. Par exemple, il cherchait des références sur la notion de convenance dans l'Antiquité, et en particulier dans la rhétorique gréco-latine, décorum, etc. Ou encore, et là ça devient plus précis, il s'interrogeait sur le mot grec aphilokalia, manque d'amour pour le beau, et l'adjectif correspondant aphilokalos, qui manque d'amour pour le beau. Ce sont des mots très rares que Plutarque applique aux épicuriens, parce que ceux-ci, selon Plutarque, n'admettent pas qu'il puisse y avoir un plaisir de l'âme ou de l'intelligence. Par conséquent, leur doctrine, selon Plutarque, manque d'amour pour le beau, et donc à travers cette question terminologique, c'était tout le problème des rapports de l'épicurisme et du néo-épicurisme avec l'art. Marc Fumaroli s'intéressait également à la notion d'empire de la langue, à propos des 2 pages célèbres où Isocrate fait l'éloge du dialecte attique comme langue commune à tout le monde hellénique, et il voyait dans cet éloge une sorte de préfiguration de l'époque où l'Europe parlait français. Par ailleurs, il avait souhaité approfondir la réception d'Hésiode à la Renaissance à propos de l'hypothèse avancée par Ursula et Warren Kirkendale, selon laquelle le tableau de Giorgione et la tempête serait inspiré de la théogonie. Une autre fois encore, il réfléchissait aux manières de désigner le style. Le mot caractère en grec et le mot stylus en latin. Il faisait remarquer, ce qui n'a pas été suffisamment noté, c'est vrai, que ces mots partent d'un domaine de signification similaire. Caractère, au sens de signe gravé, empreinte, donc renvoie au domaine de tracer, inscrire, et stylus, au sens d'instrument pointu, renvoie au même domaine. Puis ces 2 mots ont évolué, chacun dans son contexte linguistique, et ils ont pris le sens de style par des voies différentes, c'est-à-dire qu'en grec, caractère signifie style au sens de marque distinctive, empreinte propre à un auteur, tandis que stylus en latin signifie style au sens de travail d'écriture. Si bien qu'à partir de ces 2 mots, c'est tout un ensemble de réflexions qui s'ouvraient sur la théorie littéraire. Voilà, ces exemples veulent seulement montrer comment le latin et le grec étaient présents à titre de référence fondatrice dans la pensée de Marc Fumaroli. Je vous prie de pardonner l'apparence décousue de ces réflexions. Elles ont pour ligne directrice l'idée de continuité culturelle et de prise en compte de l'Antiquité, ce qui permet un regard nouveau sur l'époque moderne, mais aussi, et c'est ça qui me frappait toujours, une approche renouvelée sur l'Antiquité elle-même. Et je suis très heureux d'avoir pu bénéficier de ces échanges avec Marc Fumaroli qui m'ont beaucoup appris sur le grec. Voilà donc les éléments dont il faut essayer de nous inspirer. Si nous voulons penser, je ne dis pas penser avec, ce serait présomptueux, mais disons penser après Marc Fumaroli. Je vous remercie. Bien, merci à tous les 4 pour ces exposés très différents dans ces échanges que vous avez eus avec Marc Fumaroli. Peut-être commencer à vous demander si, entre vous, il y a des questions à vous poser des uns aux autres. Moi, j'étais sensible à beaucoup de choses que vous avez soulevées les uns et les autres. Bon, si je prends Laurent Pernaut, évoquant ces longs coups de téléphone de Marc Fumaroli que nous avons tous connus, où il
il essayait sa pensée. C'est-à-dire, il y avait quelque chose qu'il était en train de travailler et qu'il exposait longuement. Enfin, ça se passait aussi en présence, mais le téléphone était un de ces instruments qui permettait de tenir un discours et de le mettre à l'épreuve de l'autre. Je crois que Patrick Dandré disait ce matin que l'autre approuvait, enfin l'autre écoutait, il savait que c'était lui-même qui essayait son discours et qui tirait la leçon de cette épreuve. Mais moi, ce que j'ai retenu de ces coups de téléphone, c'était à chaque fois la prodigieuse vitalité de la pensée. C'était toujours époustouflant. Ces numéros que Marc faisait en essayant ce qu'il allait dire ou écrire. De ce que disait Jean-Luc Marion, ce qui me paraît très juste, hein, ce rêve de République des lettres d'aujourd'hui, et cette insistance qu'il disait sur les polémiques, je vois quelque chose qui ne m'était pas venu à l'esprit jusque-là, un moyen de lier ces textes savants et ces interventions plus politiques ou polémiques dans la France contemporaine. Et il me semble que j'avais jamais trop bien perçu comment rendre ces deux lignes, comment les tresser. Et il me semble que là, on a en effet le moyen de le faire. Oui, moi, j'avais l'impression que ces débats sur la BNF et sur l'évolution des musées et de l'art contemporain, c'était une manière de répéter la querelle des anciens et des modernes. Et il le vivait aussi passionnément qu'il avait étudié la querelle des anciens et des modernes. Il y avait toujours un rapport entre, si je puis dire, terreur et poésie chez lui. Et c'est ça qui était frappant, cette façon de vivre à la manière de ce qu'il étudiait. Y compris l'état culturel. Bien sûr, bien entendu. Comme Pierre, vous vouliez allumer votre micro ? Non, il y a un petit mot que je voudrais dire justement comme éditeur, et peut-être que ça a été dit par d'autres, c'est le rapport de Marc Fumaroli avec, disons, l'écriture, avec le livre. Sa longueur d'onde normale, si j'ose dire, c'était quand même l'essai entre 80 pages et 150 pages. Et il y avait quelque chose de désespérant chez lui parce qu'il a une grande maladresse à faire des livres. Il en a fait beaucoup. Mais dans chaque livre, que ce soit, mettons, le Chateaubriand, il y a 3 livres, où c'est pas un livre, c'est une grande difficulté d'ailleurs qu'il avait à articuler plusieurs livres à la fois. Quand on lui demandait une préface, il faisait 200 pages pour la préface. Mais quand on lui demandait un livre en même temps, il avait un rapport très difficile au livre lui-même. Et lui qui en a fait tellement, aucun n'est vraiment un livre, et tous sont des articles ou des essais, pour lesquels il avait une facilité, et je dirais une prolixité incroyable, parce qu'il écrivait directement à la machine, enfin à l'ordinateur, sans manuscrit. Pas tellement de manuscrits de lui. Il écrivait directement. Donc ce sont des pensées qu'il venait spontanément. Et ce rapport entre la fluidité du style et l'incroyable richesse de l'érudition dont vous faites tous part est quelque chose qui lui est assez particulier. Oui, je crois que c'est une remarque tout à fait juste. C'est pour ça que j'évoquais le livre sur l'état culturel. C'est au fond peut-être le seul livre qui a un seul objet et qui est ramassé sur lui-même. J'ai fait cette réflexion moi-même à propos du livre sur
New York-Paris, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est la même chose. qui était fortement lié à un séjour qu'il avait fait à New York, où j'étais à New York. Donc il avait vu toutes les expositions qui sont dans ce livre alors qu'il était à New York et qui séjournait à Columbia. Donc on se voyait beaucoup. Et puis dans ce livre, il y a 3 livres. Hein. Oui. Il y a un livre sur l'image chrétienne, il y a un livre sur l'art contemporain, et il y a un livre qui est l'état culturel d'eux. Et les 3 fils sont noués dans un ensemble assez compliqué, mais effectivement complètement noué. Et sur La Fontaine et sa préface admirable qu'il avait faite à une anthologie, à La Fontaine chez Garnier, je crois, où la préface est admirable, et le livre sur La Fontaine est un long développement de cet article où tout, d'une certaine façon, était concentré et dit. Donc, vraiment, je crois que son génie était le long article. Et vous avez cité les 3 textes des lieux de mémoire. Oui, et le petit volume qui réunit ces 3 textes voilà. est un bijou, quoi. Oui, c'est ça. Et parfait. Mais alors, paradoxalement, Allumez votre micro. Il ne fonctionne pas, le micro? Si, là, il est allumé. Oui. Oui, paradoxalement, il me disait « écrivez des livres et non pas des articles ». C'était à lui-même. Oui, je crois. Réaction des uns ou des autres? Qui veut intervenir parmi nos auditeurs, poser des questions, revenir sur certains points? William, je crois qu'il faut que vous veniez là, puisque on ne peut pas faire circuler le micro pour des raisons sanitaires, donc il n'y a que celui-là. Oui, j'ai trouvé évidemment cette table ronde tout à fait passionnante. Alors moi, personnellement, je n'ai pas eu la chance de rencontrer... Enfin si, j'ai rencontré une fois Marc Fumaroli lors d'une réception, mais c'était tout. En revanche, et ça revient à des choses qui ont été dites ici, à un moment, le Monde des livres m'a demandé de faire le compte-rendu des exercices de lecture, parus donc chez vous. Et Marc Fumaroli m'avait écrit très, très gentiment en m'envoyant le volume. Mais c'est un livre comme ceux dont nous avons parlé, dont vous avez parlé jusqu'ici, qui est en fait un recueil d'articles. Mais un livre absolument, absolument formidable. En particulier, il y avait 2 articles qui m'avaient particulièrement passionné. Il y en avait un qui était sur la façon dont, au XVIIe siècle, eh bien... quelles difficultés y avait-il? Pourquoi tous ces auteurs du XVIIe siècle avaient pu faire intervenir la mythologie grecque, alors même que ces auteurs du XVIe siècle étaient des auteurs chrétiens? Et c'était une question, ça me rappelle, enfin, ça évoque ce que disait Jean-Luc Marion à l'instant, c'est une question que seul, en fait, un chrétien convaincu pouvait poser. Et c'était, de ce point de vue-là, il y avait quelque chose, une façon de penser ce que vous appelez... Enfin, vous dites la vérité, et de penser la coexistence possible entre une vérité que l'on vit et puis un discours qui, lui, est un discours païen et dont on ne sait pas s'il faut absolument le prendre au sérieux. Mais il y avait un autre article qui, lui, a été beaucoup plus proche de ce que je fais moi-même, puisque je suis plutôt sur l'époque moderniste et sur l'Antiquité grecque dans d'autres aspects, qui était un discours sur l'absolutisation de la littérature. C'était un très très beau texte, et là aussi qui renvoyait à des choses qui m'ont frappé dans ce que disait Jean-Luc Marion à l'instant, à savoir qu'il y avait une thèse très forte, m'en semble-t-il, à savoir que Marc Fumaroli faisait un lien entre la force du gallicanisme dans la France du XVIIIe siècle et le passage après... la sécularisation de ce gallicanisme, la transformation de ce gallicanisme en une absolutisation de la littérature. Et donc, il expliquait par là
d'une manière très très flamboyante, me semble-t-il, le pouvoir très fort qu'a eu la littérature en France par rapport aux autres pays européens, précisément à cause de la force du gallicanisme. Et là, il me semblait, en écoutant ce que disait Jean-Luc Marion à l'instant, qu'il y avait là aussi un homme du XVIIe siècle qui parlait. Et de ce point de vue-là, sa République des lettres, effectivement, était une république qui était quand même, et qui était effectivement ancrée dans ce XVIIe siècle, mais qui était aussi en partie l'héritière de cette absolutisation de la littérature qui eut lieu au XIXe siècle. Et je me suis toujours demandé comment il a pu vivre, en quelque sorte, cette dichotomie, cette séparation entre cette croyance dans le pouvoir de la littérature, qui était quand même la sienne, me semble-t-il, et puis cette croyance chrétienne, catholique, hein, qui était cette foi qui était aussi la sienne. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il était à la fois un homme du XVIIe siècle et aussi un moderne. Voilà, c'était ma réflexion en tant que lecteur des exercices de lecture de Marc Fumaroli. Jean-Luc, Marion, oui. Moi, j'avais une autre question, mais qui rejoint celle-là pour vous. C'était en effet celle du gallicanisme et de la position de Marc, puisque vous l'avez présenté à la fois comme d'un côté Rome, de l'autre côté la République des lettres. Comment concilier cette République des lettres qui est assez gallicane tout de même. Oui, mais bon, c'était ce qui permettait de... D'abord, chez Fumaroli, il y avait toujours, me semble-t-il, intellectuellement et humainement, une volonté de garder ses distances. Hein, et garder ses distances avec le rire, il gardait ses distances avec l'érudition, il gardait ses distances avec des jugements parfois abrupts sur tel ou tel, qu'il ne manifestait pas publiquement, mais dont on savait très bien ce qu'il en pensait, etc. Donc il y avait ce côté grand siècle qui savait établir, faire comprendre une hiérarchie. Alors la littérature, la sacralisation de l'érudition, d'une certaine façon, faisait partie de cela. Et je crois que la République des lettres, telle qu'il la vivait, lui-même, qu'il expérimentait, je parlais de Rome, de Chicago et de tous les endroits, de l'Académie naturellement, où il l'éprouvait, lui était en quelque façon une première expérience d'une manière d'église. C'était déjà, je n'ose pas dire une société secrète, mais une société, une façon pour lui de faire l'expérience d'une communauté réelle et qu'il approuvait entièrement. Et alors, je pense que peu à peu, peut-être n'ai-je pas compris tout de suite, mais peut-être que lui-même a évolué, peu à peu, cette expérience de cette communauté-là, la communauté des gens de lettres, s'est peu à peu superposée avec la communauté proprement chrétienne, ecclésiale. C'était un peu surprenant. Ce qui était surprenant, c'était la facilité avec laquelle il arrivait à faire coïncider les deux, alors que ça n'est point si courant pour tout le monde. Et c'est qui était pour moi aussi une leçon. Alors, je vais le dire autrement. C'est une chose que j'avais retrouvée en sens inverse, en partant de l'identité de la communauté de certains théologiens chrétiens entre eux, et quand cette communauté se prolongeait dans une autre République des lettres de certains grands théologiens très cultivés. Je songe à Balthazar, à Louis Bouillet ou à Lubac. Bon, quand ces gens-là parlaient, on voyait bien que la communauté ecclésiale, si je puis dire, se diffusait dans la communauté culturelle d'érudition, de sous-entendus, d'aristocratie de l'esprit.
Et Fumaroli appartenait évidemment à ce monde-là. Et d'une certaine façon, c'était, enfin, en dépit de tout ce que vous avez dit dans en incompatibilité de cet art de la conversation européen et de l'université américaine, Marc était parfaitement heureux avec les académiques américains qui représentaient cet idéal. Enfin, je me souviens par exemple quelqu'un, Oreste Tranum, que nous n'avons pas évoqué aujourd'hui, qui représentait Alors évidemment, on peut dire que les académiques américains, pour beaucoup, sont européens. Donc ils représentent le dernier État de la République des lettres, et représenté par le réseau de quelques grands universités américains qui sont en train de disparaître maintenant, hein, c'est fini. Mais qui étaient encore là, enfin, quand moi je suis allé aux États-Unis, et que Marc, je me souviens quand je suis parti aux États-Unis à Columbia, la première visite de Marc, ça devait être 1 an ou 2 après, donc au milieu des années 80, le dîner avec Chris Teller. Hein, Chris Teller, qui était encore un des derniers Paul Oscar Chris Teller, qui était encore un des derniers des émigrés du nazisme dans l'université américaine. Donc c'était ça, l'université américaine, qui était le dernier État de la République des lettres. Donc, quand vous disiez cette difficulté d'adaptation à la vie américaine, pensons qu'il y avait cette autre dimension. Non, mais justement, c'est ce qui est en train de s'effilocher, sinon disparaître, dans l'état actuel des universités américaines. C'est-à-dire, entre l'époque de mes premiers séjours à Chicago et maintenant, il y a un écart énorme parce que... cette génération a disparu. Oui, toute cette intellectualité mitteleuropa, si je puis dire, qui date en fait de l'entre-deux-guerres, a disparu. Et il n'en reste plus grand-chose. Et c'est d'ailleurs une des raisons peut-être de la mode qui sévit actuellement sur les campus. C'est-à-dire tous ces gens-là ont disparu, donc il n'y a plus de règles. Oui, oui. Donc il y avait une survivance de la République des lettres dans l'Académie américaine à ce moment-là, qui était très sensible. Et je crois que Marc y a été heureux pendant longtemps de la retrouver. Oui, enfin, quand ces gens-là sont sur place, il y a une République des lettres, et d'autant plus que les Américains qui s'étaient installés dans les grandes universités se sentaient quand même... Ces Américains-là se sentaient parfois un peu seuls. Donc, quand arrivaient des Français, ils avaient l'impression de rajeunir. D'une certaine façon, c'était du sang neuf, si je puis dire, pour revivifier cette expérience de la Respublica Literaria. Cette expérience d'une vie de l'esprit qui était elle-même une résurrection de la République des lettres. Pierre, allumez votre micro. Cette République des lettres était quand même une république des intellectuels. Et ces Américains dont vous parlez de l'Europe de l'Est étaient en effet des intellectuels qui ont disparu et fait que l'Amérique n'a plus l'intellectuel d'une certaine façon. Et pourtant, au sens moderne du mot, Marc ne pouvait pas supporter le mot intellectuel. Je me souviens d'une bagarre, il n'y a pas d'autre mot entre lui et moi, public, qui m'avait presque gêné, à la Fondation Singer-Polignac, au moment d'un colloque Chateaubriand. Et probablement, il estimait que Chateaubriand était sa propriété. Et j'avais proposé sur Chateaubriand, puisqu'on m'avait sollicité, de faire un exposé sur Chateaubriand comme premier des intellectuels. Il y avait évidemment quelque chose de provocateur dans ce titre, mais je pensais à la manière dont Jacques Le Goff avait parlé des intellectuels au Moyen-Âge, ce qui évidemment était un anachronisme puissant. Et néanmoins, il me semble qu'il y a quelque chose qui préfigure tout à fait l'intellectuel moderne chez Chateaubriand, qui est le rapport au public.
La Révolution est passée par là, et il est probablement le premier moderne à avoir compris quel type de rapport un écrivain avait avec le public. Et le grand public, et qui passait par les femmes. Et je pense d'ailleurs que tous ces rapports avec les femmes, c'était une manière de se répandre, c'était son pivot, si j'ose dire, son Bernard Pivot de l'époque. Et d'autre part, c'est évident que son rapport entre littérature et politique proprement dite est un rapport du type intellectuel. Pour la littérature elle-même, c'est une évidence. Et j'en prenais pour exemple les Mémoires d'Outre-Tombe, parce qu'il l'a scandalisé littéralement, qui s'est presque levé avec une sorte de furie en disant « Je ne peux pas supporter qu'on accole le monde intellectuel à Chateaubriand. C'est une injure, un sacrilège qu'il n'est pas possible, etc. » Alors, j'y pense simplement parce que ce dont vous parlez aux États-Unis, c'était les derniers, les intellectuels. Mais pas au sens contemporain, sartrien de l'intellectuel. Voilà. Parce que là, les intellectuels, pour lui, c'était des gens qui savaient ce que les autres ne savaient pas, qui lisaient ce que les autres ne lisaient pas, qui parlaient des langues que les autres ne parlaient pas, et que les gens qui faisaient partie de cette communauté, c'était ceux qui faisaient peur aux étudiants. Ce qui ne voulait pas dire qu'ils n'étaient pas très gentils avec les étudiants, de grands séducteurs, mais qui faisaient peur aux étudiants. Et c'était la caractéristique. Et pour parler, qu'était-il d'autre lui-même qu'un grand intellectuel? Pour parler de ces académiques américains, j'avais justement évité le mot intellectuel. J'ai employé le mot académique, qui est évidemment un néologisme en français, pour ne pas dire scholars ou communauté des savants, mais c'est difficile de leur appliquer le mot intellectuel, puisque... Les scholars et pas des public intellectuals. C'est ça, au sens américain, c'est des scholars et pas des public intellectuals, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas sur la place publique. Non, ils sont dans la communauté des savants. Européens. Comment? Mais c'était des Européens. Alors que Chateaubriand, là je suis d'accord avec vous, parce que Chateaubriand, c'est un intellectuel au sens où il intervient sur la place publique. Absolument. Constamment. Alors, il y a à Chicago, il y a Alan Bloom, il y a des... Mais ils sont très rares, ceux qui sont des intellectuels publics. Autre point que quelqu'un souhaite soulever. Oui, venez prendre le micro. Et voilà notre ami américain. Alors, Marc avait beaucoup d'admiration. Il m'a très souvent parlé de notre ami qui parle demain. Et il avait, avec mon âge, Darius Spieth, qui parle demain, qui est à l'université de Louisiane à Baton Rouge, et dont Marc m'a très souvent parlé, mais que je rencontre pour la première fois aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Je voulais faire juste une petite contribution par rapport à la manière de travail. Parce que vous avez évoqué là le travail à la Bibliothèque nationale. Moi aussi, j'ai des mémoires, comment c'était avec l'hémicycle. Et donc, Marc se plaisait de raconter un moment où il a vu Michel Foucault à la Bibliothèque nationale et il a observé sa manière de travail, où il a commandé tout un tas de livres au début de la séance. Il a ouvert les livres comme ça, n'est-ce pas? Il a un peu arbitrairement, il a pris des notes, il a fermé les livres, il a fait comme ça, donc il a observé ça, il a observé la manière de travail de Michel Foucault. Et je pense que cela aussi a informé son attitude critique vis-à-vis ce type d'écriture. Voilà.
Donc, merci beaucoup. Je voulais aussi ajouter un autre mot à ma grande surprise, qu'il détestait, pour ainsi dire, c'était l'esthétique. Il n'aimait pas. C'était l'esthétique. L'esthétique. Oui, ça aussi, c'était la liste noire. Voilà. Merci. Donc, merci. Oui, l'hémicycle de Richelieu, c'était évidemment un grand lieu évoqué, encore une fois, encore un lieu que nous avons perdu. Parce que quand j'étais jeune et que je faisais une thèse et que j'allais à la Bibliothèque nationale, je me disais, un jour, je pourrais avoir ma place à l'hémicycle. Mais quand je suis devenu vieux, il n'y avait plus d'hémicycle. Qui souhaite poser une question encore? Comment? Oui, on a encore une minute. C'est une question que je voudrais un peu poser à tout le monde. Je me suis toujours étonné, mais peut-être c'est parce que je ne connais pas assez bien l'œuvre de Marc Fumaroli, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur le comique. Et sur Molière, par exemple. J'ai eu l'impression que ce n'était pas de ces thèmes. J'ai vaguement le souvenir d'avoir lu une fois une interview d'un journaliste qui lui avait posé la question, qui lui avait dit quel est le rôle de Molière dans votre... Mais alors il y a évidemment des gens beaucoup plus savants qui vont pouvoir nous répondre de manière circonstanciée sur cette question. En gros, Ésope n'est pas digne de La Fontaine, donc La Fontaine a pris Ésope pour en faire autre chose. Alors pour Molière, c'est la même chose. Il y a le misanthrope, puis il y a le reste. J'ai fait une thèse très longue sur la médecine et la maladie dans le théâtre de Molière, où je parle des médecins. Et le reproche qu'il m'a fait à la soutenance, c'est on ne parle pas du misanthrope. Alors je lui ai dit, il n'y a pas de médecin dans le misanthrope, mais c'est la seule chose intéressante, évidemment. Donc je pense qu'il avait ses choix. Et je pense qu'en matière de comique, il avait une hiérarchie. Il y avait quelque chose en lui d'aristocratique. Et je pense qu'il y a aussi une aristocratie de la littérature. Et je crois que pour Molière, le sac ridicule où Scapin s'enveloppe n'est pas tout à fait digne de l'auteur du Misanthrope. En tout cas, je ne l'ai jamais entendu parler du côté truculence du rire de Molière, et c'est pourquoi, Mireille, je ne sais pas si pour vous, vous n'avez pas réussi à le convertir à Rabelais par la sapienza rabelaisienne, hein, peut-être plus que par le rire bas. Absolument. Hein, oui, je crois que la truculence n'était pas son fort, quoi. C'était l'allégorie, plutôt. Quelqu'un évoquait Screech. C'était Armangad qui évoquait Screech tout à l'heure. Il y avait cette grande complicité avec Screech. Hein. Oui. À All Souls, c'était le Rabelais de Screech. Oui, mais le Rabelais de Screech n'est pas exclusivement comique. Non, justement, c'est pour ça que je dis, c'est pas le Rabelais comique. Le Rabelais de Screech n'est pas vraiment comique du tout. C'est un Rabelais théologien, un Rabelais chrétien et théologien. C'est vrai, oui. C'est l'humaniste chrétien. Alors, il pouvait accepter des formes de rire lorsqu'elles étaient italiennes. Je pense que l'italianisme était une forme de savonnette à vilain. C'est-à-dire que ça aristocratisait un peu les choses, oui. Et donc, par exemple, l'Arioste, oui. Mais les correspondances françaises, et nous en parlions, les contes, par exemple, de La Fontaine n'étaient pas ce qui l'intéressait. C'est-à-dire qu'il a fait un La Fontaine sans s'occuper des contes. Ce qui est tout de même très étrange, parce qu'après tout, La Fontaine a écrit des contes en 64, puis des fables en 68, il a repris des contes en 66, il en a fait jusqu'en 74, et il y a des contes dans le dernier recueil des fables en 94. Donc on peut penser que les contes ont aussi une importance, mais ça n'intéressait pas trop, je pense. Sauf par le fait que les contes pouvaient être inspirés de Boccace et de l'Arioste. Alors dans ce cas-là, ça leur redonnait un peu de légitimité. Je pense que tout était ainsi, dans une sorte de personnalisation, et je crois que c'est une des choses, on peut le dire, les plus attachantes de son œuvre, c'est qu'il y est, et qu'il y a de temps en temps presque des injustices à l'égard de ce que nous pouvons estimer une objectivité de la littérature, s'il y en a une, qui provenait de son attachement, de ses goûts, et surtout de ses dégoûts. Pour les États-Unis, c'était frappant. Il m'a dit des choses effrayantes sur la bonne humeur des universitaires américains qu'il ne supportait pas. Et c'était les nouveaux universitaires. Alors que
Pour les anciens, c'était autre chose. On oublie que Raymond Picard a écrit le Sieur Racine au Kansas. C'est quand même toute une affaire. Et à ce propos, je voulais rapporter peut-être une chose que m'avait dite Christiane Picard, qui le connaissait très bien. Elle m'avait dit « Il n'y a que mon mari et Marc pour être capables de produire un livre oralement, sans brouillon. Les phrases tombent toutes seules. » C'était vraiment une façon d'écrire et qui explique ce que vous disiez sur la difficulté de faire un livre. Quand on a tellement de facilité pour écrire, comment voulez-vous qu'on fasse un plan? Donc, on produit. Et je sais que quand il a choisi le titre de Fablier pour la revue La Fontaine, il avait pris la formule de Madame de la Sablière, La Fontaine fait des fables comme les pommiers font des pommes. Et j'avais envie de penser que Marc Fumaroli faisait des phrases exactement de cette même façon. C'est un talent merveilleux que nous envions tous. Ça nous renvoie à l'éloquence évoquée tout à l'heure. C'était cet art de l'éloquence qui était le sien, et donc, au fond, une forme très orale. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Sinon, je crois que de toute façon, nous devons nous quitter autour de 6 heures. Il est 6 heures. Il me reste à remercier tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui jusqu'à cette table ronde, à remercier ceux qui ont fait partie de l'organisation de cette journée et de celle de demain, c'est-à-dire Catherine Fabre, Sébastien Fumaroli, Colette Nativelle, et puis Carlo Ossola et Michel Zinc, mes collègues. Et je voudrais remercier les régisseurs qui ont tout très bien organisé ici. Marion Héran, je ne sais pas si elle est là, notre assistante qui a pris soin de l'organisation technique. Et je vous rappelle qu'il y a une seconde journée demain qui porte donc sur le côté Marc Fumaroli, du côté des arts, cette fois, à l'auditorium du Louvre, à 10 heures. Alors, rendez-vous à l'auditorium du Louvre demain matin. Merci beaucoup.